Bonsoir à toutes et à tous, donc chronique numéro 190. Alors je reviens vers vous après une absence assez longue pour traiter effectivement de certains événements sans en rentrer particulièrement d'une façon précise dans l'actualité, mais en survolant un peu les concepts. Et donc je vais vous parler de la violence du capitalisme. Alors bien entendu, cette violence, qu'elle soit policière, militaire, économique, sociale, touche à la fois les sphères nationales et je dirais même les sphères internationales. Alors cette réflexion sur la fameuse brutalité du capitalisme, il faut savoir que le capitalisme a longtemps promis une vie meilleure pour les gens. Je dirais même une promesse qui a été acceptée à contre-cœur par les élites à l'ère de l'après-guerre, souvenons-nous, avec le ralentissement bien entendu des années 70, où les élites ont introduit un remplacement au néolibéralisme qui, je dirais, autrefois dominant, a permis trois développements. Je dirais, bien entendu, le premier est une guerre sans fin à l'étranger et la militarisation de la police dans la plupart des pays, faisant la doxa du capitalisme comme étant un élément, je dirais, fondamental. Pardon. Et en petit 2, le capitalisme, je dirais, prédateur, à la fois dans les États-nations comme à l'étranger. Quand je parle d'États-nations, je parle de l'Occident, bien entendu. Et en petit 3, bien entendu, la promotion de la méritocratie pour pacifier les citoyens et de mettre en place une concurrence à partir d'un individualisme égoïste. Alors quel bilan pouvons-nous faire après 2 décennies, ou je dirais après le début du XXIe siècle, où les citoyens exploités n'acceptent pas le blâme de leur misère? Alors, à l'heure actuelle, on nous parle effectivement, suite à tous les événements rencontrés, surtout avec l'accélération ces dernières années de beaucoup de facteurs, on va dire même de concepts multifactoriels. Je vous passe les manifestations, le Covid-19. Alors, les commentateurs discutent souvent de la brutalité policière, comme si elle était déconnectée d'autres types, je dirais, d'autres types d'injustices. Alors, ce que je voudrais expliquer, c'est que de nombreux manifestants comprennent que c'est le maintien de l'ordre qui se produit dans le contexte d'un complexe industriel, je dirais, pénitentiaire. Une forme de stagnation des salaires de plusieurs décennies, une perspective d'avenir réduite pour beaucoup. Alors, nous devons nous attendre au pillage, par exemple, de citoyens exclus des institutions économiques et politiques, y compris de plus en plus de la propriété foncière. Beaucoup qui ont compris qu'ils ne possèdent rien considèrent que, effectivement, la notion d'esclavage américain, puisque c'est bien de cela qu'on parle, puisque nous sommes aujourd'hui sous pilotage américain en Europe, on a tendance à oublier que cela a fait partie de l'histoire du capitalisme, institué pour servir les intérêts commerciaux, l'agriculture du Sud et le travail du textile du Nord. Bref, la brutalité policière fait partie de la brutalité du capitalisme, n'ayons pas peur de le dire, même si ces pauvres bourgs ne sont pas conscients, ils travaillent quand même pour un système qui leur impose, je dirais, des règles.
Alors, le capitalisme, je dirais, est marqué non seulement par sa violence et ses inégalités considérables, mais aussi par ses assurances de paix et d'égalité. Alors quand je parle de paix, je parle de stabilité pour certains et d'égalité pour cette, je dirais, minorité. Je fais référence bien entendu au système, je dirais, cet ouvrage d'Emmanuel Wallerstein sur le système mondial moderne, qui a montré comment, je dirais, l'économie mondiale capitaliste faisait appel aux espoirs d'une vie meilleure, en promettant la justice, donc l'équité, en politique, en économie et devant la loi. Alors, même qu'elle cherchait à garantir l'égalité dans ce domaine, alors, la contradiction était partiellement plus ou moins résolue par la notion de récompense différée. Au lendemain, je dirais, de la Révolution française, les élites ont dû accepter que les publics se considèrent comme des citoyens plutôt que comme des sujets. Alors, conscients du danger qui menaçait ci-dessous les élites, je dirais, le pouvoir a élaboré une stratégie intelligente. Et selon Wallerstein, je dirais, ils ont effectivement divisé les citoyens en deux catégories, actifs et passifs. Alors les couches supérieures, marchands aisés et anciens nobles, ont tenu les couches inférieures exclues du processus politique. Alors au cours des 2 derniers siècles, je dirais que les minorités, les femmes, les travailleurs ont été contraints de se battre séparément pour une citoyenneté active. La lutte pour l'inclusion s'est également déroulée sur la scène mondiale. La logique globale du capitalisme était que les nations centrales riches et puissantes devenaient riches et puissantes en partie, en maintenant les nations pauvres. Alors la périphérie, dans un état de misère, d'abord par une certaine forme de colonialisme, puis par la dette, le développement du noyau a été financé par le sous-développement de la périphérie. Alors, je vous renvoie à un processus montré par Walter Rodney dans son, je dirais, comment l'Europe s'est développée à partir de l'Afrique, où les groupes exclus aux États-Unis ont été longtemps, je dirais, lentement intégrés dans les rangs des citoyens actifs, en y créant bien entendu des représentants. Alors au XXe siècle, les femmes, les noirs et les travailleurs blancs ouvriers ont obtenu des succès à peu près en même temps que la montée de l'hégémonie mondiale des États-Unis. Et cette phase prolongée, que l'on pourrait appeler rétrospectivement le long New Deal, a duré de l'élection de Franklin, je dirais, Delano Roosevelt, à environ des années 70. Ce n'était pas que les élites voulaient partager le gâteau impérial, mais je dirais que la croissance économique rapide rendait, ma foi, plus difficile la justification de l'exclusion. Puis vient plus tard, bien entendu, le ralentissement mondial des années 70, comme toutes les grandes puissances avant elle. Alors l'hégémonie américaine a commencé à décliner. Voyant une opportunité, la classe capitaliste, qui s'était toujours opposée au partage de la richesse, a proposé que le gouvernement lui-même maintienne l'économie vers le bas. Alors, leur idéologie néolibérale s'est, je dirais, répandue rapidement, devenant, je dirais, même une partie de la conscience publique, et son ascension à la domination a dépassé celle de tout homologue du siècle précédent. Plus vite que l'anarchisme, le socialisme, le conservatisme, voire peut-être le libéralisme lui-même. Aucune autre idéologie n'est devenue si répandue que ses partisans n'ont pas besoin de la mentionner par son nom. Au lieu de cela, il dépeint le pouvoir d'entreprises illimitées comme la condition naturelle de la vie humaine. Rappelez-vous, Perry Anderson l'a appelée l'idéologie la plus réussie de l'histoire du monde. Ça ne veut pas dire qu'elle est positive. Même si c'est un fait, le fait peut être discutable. Alors le néolibéralisme a rendu possible de nouvelles politiques qui n'auraient jamais pu être tentées pendant le long New Deal.
Washington a choisi, je dirais, une triple stratégie, chacune avec des composantes de politique intérieure et étrangère, et chacune avec des conséquences désastreuses, dont aujourd'hui on en voit effectivement, je dirais, les signes avant-coureurs. Alors premièrement, les États-Unis sont entrés en guerre. Ces guerres étrangères, en Afghanistan, en Irak ou dans tout le Moyen-Orient, n'ont pas abouti à des nations pacifiques ou stables, ou véritablement démocratiques. Ses forces de police militarisées, sa sécurité privée, utilisée même à l'extérieur comme à l'intérieur, appliquant ce qu'on appelle entre guillemets les fenêtres brisées et des incarcérations de masse, n'ont pas abouti à des communautés pacifiques ou stables, bien au contraire. Les observateurs pourraient, je dirais même, supposer que Washington a simplement mal compris ce qui était nécessaire dans d'autres pays et localités nationales, mais en vérité ces choix étaient un retour à la norme historique, n'ayons pas peur de le dire. Alors, il faut bien préciser que les élites inquiètes de leur position s'assuraient que ce sont les couches inférieures qui porteraient le poids de la récession économique mondiale, un peu aujourd'hui où la politique est à l'identique. On pourrait diamétralement la transposer sur notre réalité française. Cornel West, par exemple, qui a récemment fait remarquer que parler de brutalité policière sans parler de justice équivaut à commenter les frappes de drones sans une conversation plus large sur l'impérialisme américain, sans en comprendre effectivement l'élément source. Alors l'agression policière face aux manifestants, elle-même déclenchée par l'agression policière, est le signe d'un gouvernement en guerre avec ses propres citoyens, n'ayons pas peur de le dire, puisque la police n'est que le bras armé, je dirais, du pouvoir. Et le pouvoir lui-même est l'obéissance d'une doxa. Deuxièmement, Washington, je dirais, déchaîner le capitalisme prédateur, le terme de libre-échange, implique que les entreprises ont simplement été laissées seules pour poursuivre leurs intérêts. Souvenez-vous, selon la doxa de Milton Friedman, moins d'État, et puis repris bien entendu par le capitalisme californien. Alors, comme David Harvey précisé, le néolibéralisme signifiait un soutien gouvernemental important aux intérêts des entreprises. Par exemple, les uns après les autres, les nations ont signé des accords de libre-échange, qui de plus en plus nuisent aux couches inférieures. Ils comprenaient également des protections pour les intérêts des entreprises privées, au détriment de l'individu. Je ne vous parle pas de la réforme du Code du travail, pour ce qu'il en est de notre pays. Alors ces clauses connues sous le nom d'accords de règlement de différends entre investisseurs et États, ce qu'on qualifie comme ISDS, ont permis à des grandes entreprises occidentales d'exercer un pouvoir sur le monde postcolonial devant les tribunaux internationaux. Nombre de traités ont été signés favorisant, je dirais, cet élément. Alors les États-Unis ont assoupli la réglementation des entreprises, réduit le pouvoir des syndicats, le réduisant presque à néant, et autorisé les salaires à rester stables au cours des 4, je dirais, dernières décennies. On peut considérer que l'inégalité américaine s'est considérablement accrue. Pardon. N'oublions pas que la pandémie du Covid a accéléré également cet état de fait. Alors, le troisième choix était, je dirais, rhétorique, ce qui était peut-être nécessaire pour dissiper la colère du public face à une guerre sans fin et un capitalisme prédateur. Alors plutôt que de simplement compromettre des récompenses différées, l'ancienne stratégie des élites, le
vocabulaire promettait, je dirais, des récompenses immédiates, si seulement les gens étaient assez astucieux pour les poursuivre. Et c'était effectivement le langage de la méritocratie, rappelez-vous, qui affirmait que le rêve américain était accessible à ceux qui, grâce à l'éducation et à l'effort, profitaient des opportunités offertes. Les élites ne parlaient plus en langue rooseveltienne d'un accord carré ou d'un nouvel accord pour le travailleur américain au XXIe siècle. Plutôt que de prendre des engagements sociaux envers le public, tout ce que Washington a fait est de blâmer les gens pour leur propre misère. Alors, le capitalisme à l'ère néolibérale promeut la guerre sans fin, l'agression des entreprises et des notions de la méritocratie. La classe professionnelle managériale peut être surprise par les protestations et les pillages. Mais les gens dans la rue n'ont pas été les premiers à rompre le contrat social. Les promesses du capitalisme n'étaient jamais justes. Sous le néolibéralisme, il n'y avait aucune promesse. La violence policière n'est donc qu'un élément de la violence du capitalisme. Que les choses soient bien claires là-dessus. Et au minimum, je dirais, nous devrions élargir à nouveau la citoyenneté active. Alors le capitalisme a effectivement d'autres éléments qui lui permettent de pouvoir continuer à entretenir une certaine guerre économique. J'en veux pour preuve le financement, effectivement, de l'ethnocentrisme, ou de ce qu'on pourrait appeler de l'ethno-urbanisme. Cette minorité ethno-urbaine qui, ma foi, comme le Parti socialiste qui avait choisi à un moment donné d'abandonner la lutte des classes au profit de la lutte des races, aujourd'hui le capitalisme a compris effectivement que pour arriver à ses fins, à définir effectivement une guerre entre les individus, il fallait y mêler également ce qu'on appelle le cocktail explosif du communautarisme de concurrence. Et on le voit aujourd'hui. Alors, dans ces réflexions-là, même si certains prétendent que un retour au socialisme serait un retour à une autocratie ou à l'URSS, n'ayons pas peur de le dire, en attendant, je voudrais dire à ces gens-là que, premièrement, le capitalisme a eu du mal à exploiter les peuples, et ensuite ne pourrait mettre en place ce que j'appelle une guerre raciale. Puisque quand on parle de guerre raciale, il faut bien comprendre que le capitalisme l'utilise également. Mais ceci est une autre histoire, et je ferai un audio pour bien expliquer effectivement que le racialité, le racisme, est lié à un phénomène du capitalisme, et non pas du socialisme comme certains le prétendent. Bien au contraire. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous dis, ma foi, à la prochaine chronique.